Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette à la co-animation. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, très très bien. Guy, Oui. pourquoi je te dis que ça va bien? J'ai atteint un jalon important dans mon lancement d'entreprise. Depuis quelques jours, là, on roule notre application sur notre plateforme alpha, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans les tests alpha. À l'interne, on utilise le produit. C'est sûr que le produit n'est pas encore complet, il manque quelques fonctionnalités, mais c'est un jalon important. Là. Il commence à prendre forme. Là, c'est le fun. Là. Mais Mario, est-ce que tu trouves des bugs dans ton code? Bien sûr, écoute, être programmé, c'est un acte d'humilité. Il faut avoir... Effectivement. Puis tu vas peut-être rire, mais tu sais, j'ai l'habitude de parler beaucoup. Donc, imagine-toi, peut-être que dans mon code aussi, je m'étire trop, puis il faut que je revienne à une version plus succincte. À l'essentiel, quoi. Tout à fait. Guy, de ton côté, toi, est-ce que tu as du nouveau? Oui, écoute, j'ai mis en ligne ma prochaine formation que je vais donner à partir du début de l'année prochaine, donc de janvier. C'est une formation de 3 jours sur les containers Docker et puis sur Kubernetes. Donc, en 3 jours, là, comme on dit en anglais, là, from zero to hero. Donc, on part avec les notions de base au niveau de Docker, les containers, on utilise dans Azure avec les différents services. Ensuite, la deuxième journée, on fait le saut sur Kubernetes. Puis la troisième journée, là, c'est Kubernetes dans Azure avec Azure Kubernetes Service. Donc, j'ai bien hâte. Là, je suis en plein dans la rédaction, là, puis je vais l'offrir à partir de janvier prochain. Ça, c'est un cours qui va être offert au grand public, là, c'est-à-dire, je sais que tu l'offres souvent en entreprise, mais tu vas avoir un cours public. OK, super. Oui. Donc, offert en format public là, ou en entreprise. Ouais. Donc, c'est kubernetes.ac pour académie, donc .ac. Aujourd'hui, Guy, on a la chance de parler avec Nicolas Georgeot, avec qui on va discuter de Teams. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Mario. Bonjour, Guy. Hey, salut, ça va bien? Très, très bien, merci. Oui, on a la chance de t'avoir à Montréal pendant quelques heures. La chance, n'exagérons rien non plus, quand même. T'es souvent sur la route. Sur la route ou plutôt dans les airs en ce moment, mais ouais. Oui, un petit peu. Oui, c'est vrai. J'ai la chance de pas mal me déplacer, oui. Puis ce qui t'amène à te déplacer beaucoup, c'est que ça fait quelques années maintenant que tu es consultant à ton compte. Oui, exactement. Il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis mis à mon compte et j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de training. Et j'ai la chance, en tant qu'MVP sur la partie Office Server and Services, d'être dans le nœud du cyclone, où il y a quand même beaucoup de demandes. Les gens ont un peu de mal à comprendre comment mettre en place les gouvernances et les différentes stratégies de déploiement des outils, que ce soit Office 365, Teams, entre autres, mais également toute la Power Platform, donc Power Apps, Flow, Power BI, toute cette partie-là. Et j'ai la chance d'être formateur en fait sur cette partie qui s'appelle le Customer Engagement, Dynamics 365 Customer Engagement. OK, donc ça veut dire que à l'occasion, c'est Microsoft eux-mêmes qui te contactent en disant, écoute, on a un client qui peut être au Québec, mais qui peut être, j'imagine, aussi en Europe, et à ce moment-là, par l'entremise de Microsoft, toi, tu vas donner cette formation-là. En fait, là, j'ai eu la chance d'être en contact par LinkedIn, tout simplement, avec une compagnie indienne qui cherchait un formateur, sachant qu'aujourd'hui, c'est très, très dur de trouver des gens à la fois et MCT et certifiés sur le bon produit. Et puis, finalement, on a appris à se faire confiance. Et puis, aujourd'hui, comme c'est une société indienne, ils sont directement en contact avec Microsoft sur pas mal de demandes Asie-Pacifique. Et je délivre des formations à distance. Donc, c'est pratique pour moi parce que tout se fait globalement à distance. Ce sont des enregistrements, beaucoup. Et puis, je peux faire ça sans bouger de chez moi, ce qui me donne la possibilité à côté d'aller me concentrer sur les formations que je cherche à mettre en place avec LinkedIn Learning,
C'est la raison pour laquelle je me déplace pas mal en Autriche, par exemple, pour rejoindre les studios de LinkedIn. OK. Puis j'imagine que ces formations-là sont principalement en anglais à ce moment-là. Alors, les formations pour l'Inde, enfin pour Microsoft, oui, principalement en anglais. Et les formations pour LinkedIn, c'est du contenu en français. Ah, OK, intéressant. Oui. Puis là, tu es rendu à combien de formations que tu as enregistrées pour LinkedIn? Je calcule pas trop, mais je pense que j'en suis arrivé à peu près une petite dizaine. Une petite dizaine, ben, c'est quand même bien, hein? Ouais, puis c'est passionnant. On apprend beaucoup de choses sur soi-même quand on fait ce genre d'exercice. Parler tout seul dans une boîte, c'est quelquefois un peu bizarre. J'adore le fait de pouvoir m'exprimer en face d'un auditoire, donc je suis très à l'aise dans les conférences, puis j'adore ça, j'adore transmettre ça. Mais l'avantage, c'est que quand on est en personne, on voit la réaction des gens, puis on peut réagir aux questions. Là, l'exercice est un peu différent, mais ça oblige à travailler quelque chose de très intéressant pour moi, c'est l'aspect pédagogique. Moi, j'ai pas eu la chance d'apprendre ce qu'était la pédagogie à l'école. J'ai pas été formé pour ça. Et depuis 2 ans, enfin maintenant ça fait un peu plus, ça fait depuis 5 ans et demi, j'ai en tête un projet que moi j'appelle Enterprise Brain et qui consiste finalement à apprendre à la machine à comprendre la pédagogie des individus. Donc d'être capable d'adapter un plan de formation à chacun des individus dans l'entreprise. Et c'est ce sur quoi j'aimerais travailler dans les prochaines années, être capable de développer une série d'algorithmes capables de faire comprendre à la machine comment s'adapter aux différentes personnes sur l'aspect pédagogique. Donc c'est un concept que j'appelle, qu'on appelle l'intelligence collective. C'est pas quelque chose de très commun parce que on parle beaucoup de collaboration aujourd'hui. Et pour moi, le terme de collaboration c'est intéressant, mais dans la collaboration, j'apprends rien. C'est-à-dire que si je collabore avec vous deux, chacun va avoir une partie du travail et chacun va réaliser une tâche de son côté. À la fin, qu'est-ce que j'aurais appris de ce que vous aurez livré? Pas grand-chose. Ce que je trouve intéressant dans une compagnie, c'est que les gens ne travaillent justement plus en silo. Les gens veulent comprendre un minimum de ce que les autres font. Et c'est cet enrichissement-là qui est intéressant dans cette façon de collaborer. Donc c'est plus de l'intelligence collective, comment enrichir cette base de connaissances générales à l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un problème, c'est que on a les baby boomers qui vont bientôt s'en aller, qui sont en train de s'en aller, et toute la connaissance de ces gens-là est en train de partir avec eux, parce que justement, on avait l'habitude de collaborer. Donc, on n'a eu aucune information qui a été conservée dans les systèmes. Sauf qu'aujourd'hui, grâce justement au big data, on est en mesure de pouvoir stocker des quantités phénoménales de logs, de réactions que les logiciels ont eues face à certaines actions, et donc d'analyser les patterns qui auraient été utilisés par ces personnes qui ont travaillé et qui quittent leur emploi, pour être capable de comprendre la façon dont ils livraient. Et c'est majeur pour être capable de garantir à l'entreprise de conserver le niveau de qualité dans ses livraisons. Mm-hmm. Puis si je fais un pont avec notre sujet aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a un lien avec notre sujet aujourd'hui, on veut parler de Microsoft Teams, et Teams, ça peut être un très bon outil pour capter et emmagasiner beaucoup des communications qui se passent entre les individus dans une organisation. C'est exactement ça. Donc, on en est encore qu'au début, soyons clairs. Teams, à l'origine, est une sorte, pour moi, en tous les cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est la première vraie application moderne livrée à des clients par Microsoft. Depuis déjà une vingtaine d'années maintenant, Microsoft essaye de moderniser ses produits en les amenant vers le cloud. La tâche a été rude, mais on est d'accord que tout ça, c'est pas des outils end-user, c'est des outils pour les infrastructures et pour les développeurs. Des plateformes principalement. Exactement. Donc, ces infrastructures et ces plateformes sont maintenant suffisamment matures pour commencer à pouvoir bâtir des nouvelles séries d'applications. Donc, on a eu par exemple parce qu'il faut continuer à faire de l'argent pendant ce temps-là, donc pendant que Microsoft continue à moderniser. Donc, on a eu par exemple la couche de messagerie Exchange qui est très connue, qui générait énormément d'argent, qui a été migrée, mais sans réellement changer la structure fondamentale de l'outil. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on utilise Exchange dans le cloud, on continue à avoir une boîte
une base de données mail extrêmement hermétique. C'est difficile d'y accéder, par exemple. Donc, il y a eu pas mal d'avancées, mais on est toujours coincé avec cette boîte noire. Donc, Teams est finalement une nouvelle proposition de modernisation par rapport aux outils de collaboration. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis la plupart de mes clients qui sont en règle générale bien énervés déjà avec SharePoint, avec OneDrive, avec tous ces outils-là. Mais j'ai dit, la collaboration aujourd'hui, elle se passe que d'une seule manière dans la plupart des entreprises, c'est la messagerie. Ça reste de la collaboration asynchrone, mais qui peut aussi se transformer quelquefois en synchrone, ça dépend comment l'utilisateur l'utilise. Puis par messagerie, là, t'entends à 80%, 90% des emails qui sont échangés entre les individus. Exactement. Aujourd'hui, la collaboration, c'est là qu'elle est. Puis, et le protocole qui gère ça date de fin des années 60. Le protocole de email là, qui a été défini à l'époque à travers le projet ARPANET. Puis c'est un vieux protocole qui fonctionne toujours, mais qui a ses limitations. Exactement. Donc moi je vois dans Teams finalement la première application réellement modernisée qui vient s'appuyer sur des services qui sont finalement les anciens produits, Exchange, qui sont finalement que des services de routage de flux de messagerie ou de flux de communication, Skype for Business qui était plutôt sur la voix et sur le chat. On a SharePoint qui était sur le stockage, donc qui devient maintenant un service de stockage, qui a d'ailleurs été utilisé par exemple pour OneDrive, qui est devenu une nouvelle application de stockage personnel. Et tous ces outils, tous ces anciens produits sont devenus finalement aujourd'hui des services qui sont juste agrégés et utilisés au travers d'une nouvelle application qui est Teams. Pour moi, à mon sens, Teams est supposé remplacer Outlook à terme. C'est intéressant comment tu le présentes parce que en tout cas, mon premier réflexe, moi, si j'aurais voulu présenter Teams, j'aurais présenté par rapport au produit, son principal compétiteur aujourd'hui dans le marché, qui est le produit Slack, en disant, ben écoutez, c'est la version Microsoft de Slack, c'est-à-dire de l'échange de messages, puis... Mais c'est intéressant ce que Nicolas mentionne, Mario, parce que dans les startups, dans les petites entreprises, là, il n'y a pas de courriel. Les gens utilisent Slack. Les petites startups, là, ça utilise seulement Slack pour la communication, puis ils ont pas besoin de courriel. Fait que ce que Nicolas dit là est super intéressant. Comment ça va rejoindre la moyenne et grande entreprise, ça, c'est un autre défi. Mais moi, ça amène une réflexion parce que, si on regarde les générations beaucoup plus jeunes, ils utilisent beaucoup les messages courts. Donc, sur le cellulaire, on appelait les SMS. Sur Facebook, on voit sur l'application Messenger. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup les messages, mais dans une vision que c'est quasiment du temps réel, c'est-à-dire que les gens envoient un message et ils s'attendent de se faire répondre quasiment dans la seconde. Et il y a des gens qui disent oui, ça c'est quasiment du near real-time communication versus quelque chose qui serait totalement synchrone où là on le voit plus avec du email. Mais là, vous semblez dire que le futur, c'est essentiellement on s'en va vers des messages tout le temps qu'on va s'envoyer. Mais avec une vision plus asynchrone ou vraiment une vision presque temps réel? Alors, à mon avis, la vision, elle est presque temps réel. Et aujourd'hui, il y avait un très gros compétiteur qui était Slack. Mm-hmm. Puis, j'avoue que j'aime pas trop présenter un produit en faisant tout de suite la référence par rapport à un produit comme Slack, par exemple. Pour moi, oui, Microsoft et Slack compétitionnent sur le même marché, mais pas forcément avec la même approche tout à fait. Slack répondait à un besoin qui est arrivé dans les startups, justement parce qu'il n'y avait pas d'email et compagnie. Microsoft, lui, essaye de tendre à répondre aussi à ce besoin-là, mais sans oublier le reste de tous ses autres produits. Donc, Microsoft a un bien plus gros défi que juste prendre du Slack et d'intégrer des applications externes parce que Microsoft doit faire avant tout la promotion de ses propres outils qui sont eux aussi en phase de modernisation. Donc, quand on parle par exemple de communication, tu parlais de communication, Mario, il y a un autre produit qui est extrêmement intéressant et très prometteur dans
dans le sac de Microsoft, c'est Kaizala. Kaizala est un produit qui a été développé pour les produits, les marchés émergents. En Inde principalement. Hein? Exact, Inde et Afrique. Là, le besoin, il est de pouvoir échanger des textes courts sur une plateforme extrêmement légère, style WhatsApp. Donc, je pourrais très bien dire, Kaizala, c'est le WhatsApp de Microsoft. Sauf que dans la logique de Kaizala, il y a une intégration en arrière avec la plateforme Microsoft 365 beaucoup plus avancée que ce que pourrait proposer un WhatsApp. WhatsApp va être très bien parce que Facebook fait un très gros travail d'intégration avec sa plateforme, mais on s'entend que Facebook ne propose pas d'outils de collaboration. Il y a des outils de gestion de groupe, des outils d'événements, mais on ne va pas aussi loin sur les outils de collaboration. Puis surtout, Facebook n'a pas une vision forte de dire, moi, ma clientèle principale, c'est les entreprises. Facebook, leur clientèle principale, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire grand public, mais pas forcément entreprise. Ce que Slack, eux, ont voulu faire avec leur système de messagerie qui visait littéralement l'entreprise, qui est le marché prépondérant de Microsoft. Oui, et en fait, c'est le marché prépondérant de Microsoft parce que Microsoft a un écosystème. Donc, on fait tous partie de cet écosystème, qui est un très gros écosystème que Slack n'avait pas forcément initialement. Slack avait un côté extrêmement léger en termes de livraison parce que il partait de zéro et que c'était facile. C'était vraiment l'esprit startup. D'où le défi justement de Microsoft, c'était de se remettre en mode startup, mais tout en venant consommer les services qui avaient été modernisés en arrière. Donc, ça donne un outil qui est beaucoup plus complexe que Slack. Parce que quand on met en place Teams, par exemple, le petit reproche qu'on pourrait faire à Teams, c'est d'avoir une gouvernance un peu plus complexe à mettre en place. Parce qu'on va s'appuyer sur beaucoup d'outils et qu'aujourd'hui, dans la modernisation de ces plateformes-là, de ces différents produits, de ces anciens produits, les rôles et les découpages de rôles et responsabilités ne sont pas forcément encore très simples. Donc, ça veut dire que des fois, jusqu'à il y a encore très peu de temps, on se retrouvait à être administrateur général, par exemple, d'Office 365 pour pouvoir mettre en place Teams convenablement. Mm-hmm. Ce qui ne fait aucun sens d'un point de vue de l'entreprise. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est possible aujourd'hui de mettre en place Teams sans avoir initialement mis en place un Active Directory? Parce que tu disais, Microsoft avait un patrimoine très, très, très omniprésent en entreprise, puis le patrimoine n'est plus omniprésent parce que, je sais pas, ça représente probablement 99% de tout ce qui est les répertoires d'entreprise. Active Directory, c'est partout, là. C'est-à-dire qu'à tous les fois que tu installais 2 machines Windows, tu avais un Active Directory qui apparaissait sur ton réseau local. Oui. Est-ce qu'on peut déployer un team aujourd'hui sans avoir un Active Directory dans ce cas-là sur le cloud, là, plus localement? Mais... c'est là qu'est toute la difficulté justement dans la modernisation actuelle. Là où Microsoft se heurte justement à de grosses difficultés, c'est toute la mise en place du système hybride. Il y a 3 piliers à la collaboration. Le premier, c'est l'identité. C'est comment est-ce que je peux identifier formellement la personne avec qui je collabore. La deuxième, c'est le point de partage. Comment est-ce que je mets en place un point de partage efficace et qui puisse être disponible 24/7 pour tous mes utilisateurs, quels que soient les réseaux. Et le troisième, c'est la couche de sécurité. Parce que je ne peux rien partager, je ne peux pas collaborer si je ne suis pas en confiance. Donc, pour moi, là, les trois piliers s'appuient justement sur une infrastructure hybride et ça, c'est pas forcément facile à mettre en place et les autres compagnies n'ont pas forcément à traîner ce passif-là. Microsoft, quand on met en place un produit Microsoft dans une entreprise, on se heurte justement au passif et souvent un Active Directory qui est assez empirique. On citait avec Mario tout à l'heure, avec Guy tout à l'heure, un client qu'on connaît tous les trois et qui est une bonne illustration, c'est que un Active Directory qui a été mis en place il y a 20 ans, il a été mis en place en version 2008, après il est passé en version 2008 R2 parce qu'il fallait Exchange. 2008 R2, on a quelquefois hésité à le faire migrer vers d'autres versions. Quelques serveurs sont arrivés en 2016, donc on les a fait passer en 2016, mais en restant avec un niveau fonctionnel 2008 R2.
cette gestion-là est très complexe parce que les attributs mêmes sont pas forcément toujours bien utilisés. Donc, dès qu'il s'agit de synchroniser cet Active Directory avec le cloud, ben, c'est en règle générale un gros travail. Souvent, ce qu'on va appeler un Active Directory fédéré, c'est-à-dire Federated Active Directory quand on tombe sur le cloud, justement pour tenir compte du fait que souvent, c'est un amalgame dans un monde hybride où est-ce que tu vas colliger l'information, ou en tout cas, tu vas t'assurer que l'information est synchronisée entre ton monde local chez toi et ton monde virtuel sur le cloud. Alors, je vais me permettre de te reprendre un petit peu. Ah, vas-y, parce que moi, j'aime toujours ça apprendre de quoi quand je fais une entrevue. C'est vrai qu'en règle générale, j'apprends toujours quelque chose. Et puis, je peux me tromper parce que je ne suis pas un spécialiste de l'identité, mais de ma compréhension, il y a deux choses dans l'identité. Premièrement, le fait même que deux annuaires vont avoir deux identités différentes. Donc, ça veut dire que mon client, mes utilisateurs qui se trouvent dans un environnement Active Directory local, on va dupliquer leur identité dans le cloud, dans Azure Active Directory. Donc, avec AD-Sync, on va juste synchroniser les informations comme le nom, le prénom et certaines informations de l'utilisateur avec l'identité qui a été copiée dans le cloud. Donc là, à ce niveau-là, on se retrouve avec comme une schizophrénie d'utilisateur. Parce qu'à un moment, on a des ressources qui sont locales et ces ressources locales n'acceptent des jetons d'accès que de l'annuaire qui est local. Et les ressources qui sont dans le cloud n'acceptent des jetons d'accès que de l'Active Directory qui est dans le cloud. Et c'est là où la fédération intervient, où j'ai la possibilité de dire, je vais déléguer, par exemple, au cloud, la possibilité de gérer les droits d'accès de mes utilisateurs avec leur identité locale. Effectivement. Donc, merci. Ça me permet de mieux comprendre qu'est-ce que Microsoft entend par fédération. Parce que tu as raison que c'est pour empêcher justement pour empêcher. Ça peut être vu positivement par les gens de sécurité parce que si c'est impossible avec un jeton que tu as obtenu sur le cloud d'avoir les mêmes droits d'accès que ce serait localement, ça crée une certaine barrière. Donc, il y a des gens de sécurité qui pouvaient voir ça positivement. Ou en tout cas, le fait d'avoir une subscription Azure peut-être était peut-être pas vu dramatiquement comme un enjeu de sécurité initial. Mais à moyen long terme, à un moment donné, il faut que tu fédères tout ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de t'assurer que les droits que tu as, ils existent autant sur le cloud que localement dans ton ou tes Active Directory. Parce qu'en plus, il y a des entreprises qui se trouvent le moyen d'avoir plusieurs copies d'Active Directory. Plusieurs oui, en plus. Souvent, qui est juste le résultat d'achat. Tu achètes une compagnie qui, elle, avait un annuaire, puis après ça, tu essaies de fusionner ça, mais ça prend du temps, c'est ardu, il y a des logiciels qui ne marcheront plus, donc là, tu gardes tes deux annuaires pour permettre à des applications que tu ne veux pas réécrire de continuer à coexister, et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir 2, 3, 4, 6 annuaires en entreprise. C'est typique, hein? On voit ça souvent. Oui, alors d'un point de vue de l'identité, ça fait tout à fait du sens, dans la mesure où moi, ma recommandation dans un monde parfait, là, ce serait d'avoir un annuaire de compte pour mes individus et un annuaire de compte de service que j'utilise uniquement pour les comptes de service pour le déploiement de mes applications. Mais avec donc une connexion entre ces deux annuaires. Mais bon, là, c'est pas trop le sujet de la conversation de ce soir, mais effectivement, on peut se retrouver avec des installations très complexes en termes d'annuaire. Et c'est souvent le frein pour la mise en place d'outils comme Teams. Parce que Teams, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va agréger des systèmes qui sont tous différents. Il va agréger Exchange. Exchange va être utilisé pour stocker tout ce qui est chat. Donc, dès que vous faites une conversation à l'intérieur de Teams, que ce soit une conversation en mode privé dans la partie clavardage ou dans la partie équipe dans les Teams, dans les fameux Teams, dans les fameux canaux qui sont montés, dans tous les cas, on va utiliser une boîte Exchange pour conserver ces informations-là. Ensuite, dans Teams, je vais me connecter à OneDrive pour pouvoir conserver les fichiers que je vais échanger dans mon clavardage, dans mes conversations privées. Et je vais utiliser SharePoint pour pouvoir stocker les documents que je vais échanger dans mes équipes. Donc, on voit que Teams est une forme
comme un agrégateur. Il agit comme un agrégateur de plusieurs services. Et c'est vraiment la logique de Microsoft, c'est d'avoir modernisé toute cette couche produit pour la rendre disponible au travers de services et maintenant bâtir des applications un peu plus complexes à partir de ces différents services disponibles. D'où la conversation qu'on a eue un peu avant avec toi, Mario, par rapport au graphe. D'où l'importance de la conversation qu'on a eue juste avant le chat, juste avant le webcast avec toi, Mario, concernant le graphe. Parce que toute la logique, justement, plutôt que de s'appuyer sur les anciennes API des systèmes pour aller les consommer, maintenant, on veut directement y accéder au travers des nouveaux API qui sont disponibles au travers de Microsoft Graph. Juste pour donner du contexte à nos auditeurs, je te demandais, je voulais juste confirmer avec toi, Nicolas, ton titre de compétence pour ton statut MVP, donc de reconnaissance Microsoft MVP. Mais là, je n'étais plus sûr. Je disais, est-ce que c'est Office 365 que tu as ton statut? Tu dis non, c'est du côté serveur, c'est Office Server and Services. Puis là, moi, un peu sarcastiquement, je t'ai répliqué en disant, bon, finalement, tu es maintenant un MVP sur le Microsoft Graph. Et là, ça a amené une discussion où est-ce que là, on cherchait à faire la distinction que qu'est-ce que c'est finalement le Microsoft Graph dans la vision de Microsoft, qui est de ramener tous les services possibles avec un seul API. Puis probablement que tu serais capable de l'expliquer beaucoup mieux que moi, vu que tu es spécialisé là-dedans. Alors, si vous voulez vraiment un vrai spécialiste du graphe, j'irais plutôt voir des gens comme Vincent Biret, par exemple, qui est un grand fan du graphe. Mais ce qui est amusant, c'est que même sans être un spécialiste du graphe, le projet sur lequel je réfléchis depuis très longtemps, donc cette idée d'Enterprise Brain, repose entièrement sur l'idée du graphe, mais ça fait déjà 7 ans en fait que je regarde de ce côté-là aussi. Donc, je vais pas dire que j'y ai pensé avant Microsoft, pas du tout. C'est juste que je pense que le marché, ou en tous les cas les produits, arrivaient à un certain niveau de maturité où les gens, les MVP ou les gens qui connaissent les produits, avaient tous un peu la même idée au même moment. Et puis c'était des discussions qu'on avait pas mal à l'époque avec Vincent justement sur l'utilisation du graphe. Donc lui, il le voit plus d'un côté développeur, c'est sûr. Moi, je vais plus le voir du côté comment est-ce que je peux connecter toutes mes informations entre elles et faire de l'analyse de pattern avec du machine learning, justement. Donc, c'est l'accès même à ces différents nœuds, à ces différents objets qui, moi, va m'intéresser, là où des développeurs seraient plus susceptibles de pouvoir connecter ou fabriquer des applications plus complexes parce que maintenant, ils ont un accès direct à tout ce set d'API. Est-ce que ça fait du sens? Puis tout ce graphe-là, donc ces API-là, sont utilisés principalement aussi par Microsoft Teams parce que eux, ils veulent pas programmer sur des vieux API. Donc, souvent, à toutes les fois qu'ils intègrent dans Microsoft Teams des nouvelles fonctionnalités, c'est toujours en parallèle avec l'apparition de ces API-là qui sont c'est un work in progress. Ça fait quoi, 3 ans, 4 ans que Microsoft travaille sur le graphe? Peut-être que là, même, c'est peut-être probablement plus d'années que ça. Et oui. Et c'est quelque chose qui sera probablement pas fini encore dans 20 ans d'ici parce que c'est une vision à long terme de Microsoft en disant nous allons fournir toutes les connaissances que l'entreprise possède sous forme d'un API. Oui, absolument. Mais tu as tout à fait raison sur, en tous les cas, le fait que Teams aujourd'hui exploite complètement ces API qui sont disponibles, mises à disposition au travers du graphe. Alors bien sûr, parfois, certaines ne sont pas disponibles, donc on est obligé de passer par d'autres moyens, mais je pense que c'est leur leitmotiv en termes de développement que de rester concentré sur ce mode d'accès en tous les cas. Si on regarde les grandes fonctionnalités de Teams... c'est ce que je me disais, là. Si on regardait... On va un peu plus concret, là. Ouais, ça fait quoi, Teams? Alors, premièrement, Teams, il faut le voir déjà comme un outil personnel, un outil privé. Parce que dans le principe de la collaboration, la première chose, c'est déjà le travail privé, le travail que je réalise déjà pour moi-même. Donc, dans le processus, c'est je vais rentrer, par exemple, en communication avec quelqu'un. Plutôt que de prendre mon téléphone, je vais me rendre directement dans Teams
et je vais rechercher la personne dans mon annuaire local ou dans l'annuaire fédéré à ma plateforme. Donc, au travers de Teams, je vais faire une recherche, par exemple, pour toi, Mario, ou toi, Guy, et je vais avoir la possibilité soit de rentrer en contact avec vous par chat, en direct, donc ça, une conversation 1 à 1, ou alors même d'inviter une deuxième personne et de constituer un groupe ad hoc pour juste cette conversation-là, qui reste une conversation privée. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose, on se dit « Ah bah tiens, ça serait pas mal de monter un projet pour cette équipe ». Donc là, je vais passer dans la deuxième partie de Teams, qui est justement la constitution d'une équipe, où là, je vais mettre en place un espace dédié, où je vais pouvoir inviter des gens qui font partie de mon annuaire ou à l'extérieur si je l'autorise. Et une fois que j'ai constitué ce groupe de travail, je vais pouvoir mettre en place des canaux de communication. Donc, plutôt que d'avoir des conversations 1 à 1, je vais retrouver ces conversations 1 à 1, mais 1 à plusieurs directement dans chacun des canaux que je vais créer dans mon équipe. Donc, c'est la base même de la collaboration. C'est de pouvoir déjà rentrer en contact avec les différentes personnes avec lesquelles je travaille. Donc, 2 parties dans Teams. Une partie qui est un peu l'idée de ce qu'on avait dans Skype for Business auparavant et qui permettait de juste rentrer en conversation avec quelqu'un, que ce soit en chat ou que ce soit en audio ou que ce soit en vidéo. Et de plus en plus d'outils ou de partenaires de Microsoft arrivent avec des solutions qui permettent d'intégrer la téléphonie à cette application-là. Donc, de pouvoir mettre en place une couche de communication qui offre la possibilité d'envoyer soit un chat, donc finalement un mail, puisque c'est un mail finalement en mode conversation, hein, c'est ni plus ni moins qu'un chat, et ou alors de mettre en place une communication audio ou vidéo. Et si jamais la conversation se complexifie et qu'elle devient plus structurée dans une équipe de travail, ben là, je vais monter une équipe. L'avantage de l'équipe, c'est que je vais constituer un groupe qui peut être un groupe dynamique, qui va s'appuyer par exemple sur un groupe dynamique Azure Active Directory. Donc les personnes qui sont associées au projet vont pouvoir directement y être associées. Et je n'ai pas besoin de router les mails à ces personnes-là. Automatiquement, ils vont pouvoir automatiquement voir les conversations qui ont eu lieu dans chacun des canaux. Ce qui me permet de donner un accès à l'historique complet de l'équipe aux nouvelles personnes qui pourraient être onboardées. Donc ça, c'est la base de Teams. Ensuite, dans Teams, il y a une idée de connecteur qu'on retrouve également dans Slack d'ailleurs, où je vais pouvoir aller chercher des triggers, des déclencheurs qui vont, au travers d'une connexion, qui vont pouvoir provoquer des choses à l'intérieur de Teams. Sont soit, par exemple, indiquer un événement dans une conversation en disant « Hey, quelqu'un a livré une nouvelle release à l'intérieur de mon repo GitHub, par exemple. » Donc, je vais le voir arriver directement dans ma conversation, dans le canal de conversation destiné à cette conversation-là. Donc, la totalité de mes développeurs seraient avertis de la nouvelle livraison d'une feature ou d'une nouvelle release. Mais je peux également, en plus de ce connecteur, accéder à des fonctionnalités des autres applications, comme par exemple publier la page d'accès de mon projet dans une page SharePoint pour donner des nouvelles sur la nouvelle release, les nouvelles fonctionnalités, des vidéos qui ont été livrées dans Stream, etc., etc. Donc, la richesse aujourd'hui de Teams, c'est vraiment, même s'il n'est pas aussi puissant en termes de connexion qu'un Slack, qui a des nombreuses connexions sur plein d'applications tierces, mais Teams est vraiment ouvert sur la totalité de la plateforme Microsoft 365, qui est bien plus large qu'Office 365. Mm-hmm. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, tout à fait. Donc, ce que ça nous dit, c'est que aujourd'hui, Slack ont beaucoup de connecteurs vers à peu près beaucoup d'écosystèmes, mais où Microsoft se différencie, c'est que, outre le fait qu'ils offrent des connecteurs vers beaucoup d'autres systèmes, ils offrent aussi des connecteurs beaucoup plus mieux intégrés, si je peux prendre cette expression-là, vers l'écosystème de Office 365 et en réalité l'écosystème de Microsoft qui est vaste, qui est pas juste une intégration avec par exemple, je sais pas moi, Microsoft. Et Trello par exemple, ouais. Tout à fait. Ben oui, ça va.
Mais il y a quelque chose que j'aimerais aborder avec toi, Nicolas. Je pense que Microsoft offre plus que juste ces connecteurs-là. C'est-à-dire qu'ils veulent en faire plus une plateforme. Est-ce que je me trompe? Alors, je vais faire attention aux termes que j'utilise parce que plateforme, c'est quelque chose de bien spécifique. Euh, dans la mesure où on peut utiliser Teams pour faire du développement, effectivement, ça peut être une plateforme. Teams vient et est livré avec un compartiment ou une application qui s'appelle Application Studio. Dans cette partie Application Studio, je vais pouvoir intégrer des développements spécifiques qui vont utiliser les fonctionnalités natives de Teams, comme par exemple les bots ou les conversations ou des onglets supplémentaires, etc. Donc oui, aujourd'hui, grâce à un produit, une application qui se trouve à l'intérieur de Teams, je peux installer quelque chose qui s'appelle App Studio et qui, très simplement, pour des développeurs, il suffit très simplement de rentrer dans l'application pour créer votre première application Teams. Il existe en plus des tas de codes disponibles aujourd'hui sur GitHub qui permettent, par exemple, d'utiliser du Node.js pour venir amener du développement avancé à l'intérieur de cette livraison dans Teams, à l'intérieur de cette application. Puis ces applications-là, la métaphore de l'interface utilisateur, c'est la métaphore des messages. C'est-à-dire que c'est essentiellement c'est un peu comme si tu créerais des robots qui interagissent avec les messages ou ça peut être même une métaphore avec une interface utilisateur classique comme on retrouverait sur une page web. Alors on peut trouver les deux et c'est intéressant parce que j'avais fait une démonstration au user group de Skype à Montréal justement. On peut très simplement aujourd'hui, grâce à Teams, unifier le moyen d'accès aux applications. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une application qui tourne sur un service web. L'application, j'ai pas envie de la moderniser parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'intérêt à ça. Elle fait très bien la job et je voudrais juste l'intégrer dans mes outils. Au travers de justement cette intégration avec App Studio, je peux très facilement intégrer mon service web, mon microservice web ou ma page web, l'intégrer dans un onglet de mon équipe Teams et la rendre disponible auprès de mes utilisateurs. Ce faisant, je viens de faciliter l'intégration de mes outils à l'intérieur de l'interface de travail, de l'environnement de travail de mon utilisateur. Donc ça, c'est la première application. Et la deuxième application, c'est que cette page web, si jamais je suis capable d'aller chercher un trigger, d'aller chercher un déclencheur à l'intérieur de cette page web, je pourrais très bien venir récupérer ce déclencheur de mon application et la faire interagir avec la conversation directement dans Teams, comme tu viens de le décrire, c'est-à-dire déclencher par exemple un élément dans la conversation en disant telle personne vient de faire une demande de vacances, vient de faire une demande d'achat, etc., etc. Puis à ce moment-là, ceux qui sont préoccupés par les demandes de vacances, eux autres pourraient cliquer, mettons, sur le lien ou cliquer sur, ou en tout cas interagir en répondant avec un message. Puis, c'est ça. À travers des messages, ça peut être la façon de faire une interaction. Plutôt que par exemple de rentrer sur la page web et de quitter l'environnement de travail, je pourrais très bien imaginer d'avoir un système de bot, de conversation, qui va dire je reçois une information comme quoi Guy vient de faire une demande de congé. Plutôt que de cliquer dans le portail et d'aller valider les congés de Guy, je vais demander par exemple à la machine montre-moi la demande. Donc il va afficher une card, un affichage à l'intérieur de ma conversation qui va me dire Guy a fait une demande de telle date à telle date et a priori il n'y a pas par exemple de problème à ce qu'il prenne ses congés parce que il est couvert ou en tous les cas la compétence est couverte. Donc dans ces cas-là, j'ai juste ensuite à dire dans la conversation OK pour les congés. Donc sans quitter mon environnement de travail dans Teams, je viens de traiter une demande qui pourrait se trouver sur un système externe. Puis ça fait de Teams un peu le point d'entrée ou l'élément commun pour gérer toutes sortes de demandes, toutes sortes d'interactions. C'est comme auparavant le bon vieux intranet là où on avait des pages pour demander
les congés. Là, on peut avoir cette même... En fait, ces mêmes fonctionnalités-là qu'on retrouvait dans l'intranet, les retrouver directement dans Teams, mais bonifiées parce que ça se connecte sur plein de choses. Oh, que ça fait plaisir de t'entendre arriver à cette conclusion. C'est exactement, de mon point de vue, là où on s'en va. C'est-à-dire que l'intranet qu'on connaissait auparavant, avec cette énorme difficulté de navigation, de gestion des pages, etc., cette grosse lourdeur, finalement, là, on en est arrivé à un point où on crée des équipes. Par exemple, dans Teams, je peux créer 3 types d'équipes différentes. Je peux créer une équipe organization-wide, où tous mes collaborateurs vont être invités. Je peux créer une équipe publique ou une équipe privée. Dans l'équipe organization-wide, je peux très bien imaginer publier à l'intérieur de ce canal d'information, de cette équipe, toutes les nouvelles de la compagnie. Et mon utilisateur, plutôt que de venir sur une page toujours très difficile à filtrer, où on cherche à savoir le profil de l'utilisateur, c'est toujours très complexe, là, je pourrais très bien juste laisser l'utilisateur demander quelles sont les nouvelles, par exemple, sur tel produit. Et automatiquement, le moteur en arrière va lui dire, en venant de SharePoint ou d'un autre agrégateur de news, voilà les dernières nouvelles. Ça peut aussi faire des références sur des pages, parce que je peux très bien conserver des pages SharePoint si jamais je veux garder cette logique, mais je n'ai plus besoin d'inscrire ces pages SharePoint dans une logique de navigation, toujours très difficile à maintenir. Donc Teams, c'est exactement ce que tu viens de décrire. De mon point de vue, c'est plutôt que de voir un intranet complet, c'est de voir tout un tas de petits intranets, très dédiés, très ciblés, qu'on peut très bien voir comme une application, d'un point de vue de l'utilisateur, ou une série d'applications qui pourraient répondre à un rôle. Mais on avait ça dans SharePoint, là, les différentes équipes qu'on pouvait créer. Sauf que là, avec Teams, c'est qu'on est plus du côté de la conversation. Donc, c'est plus une application moderne. C'est plus que ce que les gens recherchent présentement. Oui, alors dans SharePoint, il y a eu un événement majeur en 2012. En 2012, on était tous très excités. On allait à la SharePoint conférence à Vegas cette année-là, et puis tout le monde était super content parce qu'en étant MVP, on avait eu accès en avance un petit peu au produit, et dedans, il y avait tout ce qui était réseau social d'entreprise. Puis c'était le buzz à l'époque. Tout le monde parlait de réseaux sociaux d'entreprise, il fallait y être. On savait pas comment, mais il fallait tous y être. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux d'entreprise étaient totalement développé en tant que service applicatif à l'intérieur de SharePoint, qui était, quand on regarde SharePoint avec un petit peu de distance, finalement, ni plus ni moins qu'une espèce de cloud privé de solutions. Donc, SharePoint avait intégré cette partie réseaux sociaux. Et puis, d'un seul coup, en 2012, 15 jours avant la conférence, on nous annonce le rachat d'Yammer. Donc, Yammer a été racheté, et donc le réseau social est sorti de SharePoint et est devenu une application totalement web. Donc ça veut dire que SharePoint n'avait plus de connexion avec le réseau social. SharePoint revenait finalement à son métier de stockage de données, stockage blob, avec les documents Word, Excel et compagnie, et d'un autre côté, la publication qui était l'ancien CMS 2.0 qui avait été intégré dans SharePoint. Le fameux Yammer, est-ce que ça a créé plus de confusion qu'autre chose, ce produit-là? Alors oui, ça crée beaucoup de confusion. Oui, ça en crée, ça va continuer à en créer. Parce que l'année, il y a des grosses annonces qui vont être faites à Ignite par rapport à Yammer. Yammer n'est pas mort et c'est une offre qui est plutôt, même si c'est souvent une blague récurrente chez les MVP SharePoint ou Office 365, Yammer est toujours là et beaucoup utilisé par beaucoup de grosses compagnies qui sont spécifiquement sur le marketing. Donc des Unilever, des grosses compagnies de communication. Dès qu'on a besoin d'animer une communauté vers l'extérieur, aujourd'hui, sans le fameux portail qui manque à Microsoft depuis des années, les entreprises sont coincées avec cette solution-là et Yammer remplit totalement le besoin. Puis malheureusement, au début, les gens pensaient que Yammer solutionnerait tous les problèmes plutôt que de solutionner ce problème spécifique-là. Et c'est là où est-ce que ça crée une certaine confusion. Disons que quand on rachète un logiciel dans les conditions où ça s'est passé, je pense qu'il y a eu beaucoup d'espoir qui ont été mis dans ce produit-là. Et beaucoup d'argent. Et voilà.
Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que je pense que ce qui est super intéressant d'un point de vue Yammer, puis là, je sais pas, j'exprime ça comme ça, c'est personnel, hein, mais Adam Pizzoni, qui était le fondateur de Yammer, un des fondateurs de Yammer, ce qui était très intéressant dans sa vision, c'est justement la notion d'enterprise graph. C'est-à-dire que là, il faut remonter 7 ans en arrière, 7-8 ans en arrière. Au moment où on stockait encore tous des informations dans des bases de données relationnelles, les gens qui, il y a 7 ans, pensaient à l'enterprise graph comme des Mark Zuckerberg avec Facebook, ou des Adam Pizzoni avec Yammer, ou des Larry Page avec Alphabet, ben, ils étaient quand même très visionnaires à l'époque. Et ben, finalement, où est-ce qu'on en est rendu? Ben, on en est tous rendus aujourd'hui à penser que l'avenir n'est plus dans le stockage des bases de données relationnelles, ou en tous les cas, c'est très dédié à certains besoins par rapport aux tables de fait, des choses comme ça. Mais dès qu'il s'agit de traiter du big data, ben, il fallait penser à autre chose. Et cette fonction graph, cette façon de voir les données qui s'appelle donc le graph database, était très novateur. Et je pense qu'à l'époque, ce que Microsoft a fait finalement, c'est racheter la technologie dans l'enterprise graph de Adam Pizzoni sur lequel ils ont bâti leur stratégie graph. Mm-hmm. Donc, et bien. C'est ça l'héritage de Yammer, c'est le exact. graph. Et bien séparer Microsoft Graph de Graph Database. C'est vraiment deux choses différentes qui amènent beaucoup de confusion quand on y pense, parce que moi, ça fait déjà des années que je parle de Graph Database, mais à chaque fois, les gens me disent « Ah, mais c'est la même chose que Microsoft Graph ». C'est pas exactement ça, mais quelque part, c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir l'information comme un réseau neuronal et de voir comment est-ce que toutes ces informations sont connectées les unes entre les unes aux autres. Mais c'est vrai que ben, pour accéder à cette information-là, ça prend des API, et c'est ce que Microsoft met à disposition au travers de Microsoft Graph. Donc, quelque part, de mon point de vue, c'est un peu la même chose. Tu nous parles d'API, on parle de graph. Moi, j'aimerais ça t'amener sur parce que tu nous as parlé un peu qu'il existait la capacité de pouvoir faire des applications spécifiques pour Teams. Mais je pense qu'on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas comme une capacité d'intégrer tout ce qui serait les Power Apps ou donc d'aller même encore plus loin que faire des applications directement dans Teams? C'est ça qui est le fun de parler avec des MVP. Vous allumez super vite. Alors oui, Power Platform, là, c'était une autre stratégie. C'est-à-dire que on en arrive à un point, il y a une dizaine d'années, où Microsoft devait moderniser sa plateforme Dynamics. Pour moderniser Dynamics tout entier, qui est un énorme dinosaure, ils voulaient absolument utiliser les services qui étaient en arrière. Donc, ils ont dû mettre en place une couche de services qui permettait de faire tout ça. D'où l'arrivée de Power Platform, avec ses 3 différents composants, même si aujourd'hui, je mettrais un peu Power BI à part, parce que il a eu un cycle de développement qui était un peu on the side, on va dire, par rapport à Power Apps et Flow. Dans Power Apps et Flow, on retrouve la même logique avec ses connecteurs, avec le data gateway, et puis la même façon d'utiliser. Power BI vient un petit peu dans une autre logique, même jusqu'à la façon de livrer les applications. Dans Power BI, on parle de livrer des applications. Dans Power Apps, ils viennent de livrer il y a quelques mois la version définitive des solutions. Donc, on va plus aller vers les solutions. Et d'ailleurs, c'est, de mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est ce vers quoi Power BI va probablement tendre dans les prochains mois ou années. C'est-à-dire migrer de ces applications développées dans des workspaces dans des solutions. Et ça va être un peu complexe le changement, mais on a un besoin au niveau de Dynamics aujourd'hui, c'est de pouvoir amener l'idée du Common Data Service. Donc ça, pour moi, là, c'est la grosse affaire, ça, Common Data Service. C'est vraiment une sorte de base de données qui va quand même stocker de l'information, mais c'est pas une base de données au sens de table relationnelle. C'est une base de données beaucoup plus complexe que juste des tables, parce qu'on va inclure à l'intérieur les informations de relations entre les tables, les informations de formulaires, les informations des vues qu'on veut y voir. Donc tout ce qu'on a déjà dans l'ancien Dynamics Forms, qui a été migré vers le Power Platform dans le Common Data Service, vient aujourd'hui
consolider et mettre à disposition, en tous les cas, cette base de données Common Data Service Database qui est utilisée par les applications model-driven qu'on retrouve dans Power Apps. Et ces applications model-driven ne sont que les applications qui sont utilisées pour moderniser Dynamics aujourd'hui. Donc là, si je te suis bien, Nicolas, puis pour aider nos auditeurs peut-être à comprendre où se situe le Dynamics dans tout l'écosystème de Microsoft. C'est-à-dire que, Microsoft, ils ont des produits qui seraient plus horizontaux, comme Teams, qui sont globales à l'entreprise. Mais, historiquement, ça a toujours été le cas, on a toujours eu des problèmes verticaux qu'on pouvait résoudre et très bien résoudre. L'exemple le plus concret, c'est la comptabilité. Les règles sont bien définies depuis plusieurs années. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions comptables qui font partie de la suite Dynamics. Un autre type de problème très récurrent, c'est les fameux CRM, le Customer Relation Management, c'est-à-dire la gestion de la relation client. Ça aussi, c'est des problèmes verticaux qu'on a complètement solutionnés avec des outils chez Dynamics. Mais 9 fois sur 10, la boîte noire telle quelle, c'est pas ça que le client veut. Lui, il veut la spécialiser pour son besoin spécifique parce que chaque compagnie veut se différencier de ses compétiteurs. Puis pour se différencier, c'est en paramétrant un peu différemment leur CRM du compétiteur. Puis cette paramétrisation-là, si tu veux vraiment avoir un outil de paramétrisation performant, vas-y sur une vision application ou solution plutôt que juste de settings que tu définirais dans un écran. C'est là qu'est apparue toute la suite de produits toute Power App, qui maintenant, si je comprends bien, Microsoft va appeler ça des solutions, qui est essentiellement de dire, dans Dynamics, tu te crées des solutions à partir de des blocs qu'on te fournit selon les fameuses licences que tu vas décider de louer sur une base mensuelle, parce que c'est souvent comme ça que les gens vont consommer maintenant des services applicatifs. C'est dans donc c'est tout ce pan de mur-là qu'on veut adresser ou qu'on discute là, quand on parle de Dynamics. Oui, et alors je vais pas aller plus loin dans tout ce qui est Power Apps parce que je pense que ça serait le sujet, à mon avis, d'un cas. Oui, tout à fait. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde du côté du Teams, par exemple, aujourd'hui, Teams, avec la dernière version qui a été livrée de la base de données Common Data Service, qui permet donc les applications model-driven, qui donc sont des intégrations de Dynamics ou des améliorations comme dans l'esprit de Dynamics, on peut intégrer ces applications directement, nativement, dans un onglet de Teams. Donc, ce que ça revient à dire, c'est, admettons, je monte une équipe qui s'appelle ressources humaines. Dans mes ressources humaines, j'ai un canal qui va être recrutement. Dans mon canal recrutement, je vais retrouver toutes les applications, toutes les solutions dont j'ai besoin pour traiter du recrutement, à savoir une application model-driven qui pourra être intégrée directement et qui me permet de gérer les données qui sont stockées dans Common Data Service et qui sont finalement une modernisation de mon Dynamics. Donc là, grâce à Power Platform, je viens d'intégrer, et donc du Common Data Service, je viens d'intégrer l'application métier, Dynamics, mon vertical, directement dans Teams, en permettant à mon utilisateur d'avoir un onglet sur les conversations qui traitent des recrutements, un onglet sur les documents qui traitent du recrutement, et un autre onglet, par exemple, à côté, sur l'application qui permet de gérer les rendez-vous avec mes candidats. Donc, c'est là où on peut développer finalement une logique d'application à l'intérieur de Teams, complète. Que ce soit avec des applications externes, avec App Studio et des développements Node.js ou .NET, ou que ce soit avec Power Platform, qui, elle, maintenant, est intégrée directement à Teams au travers de des onglets Dynamics. Donc, je peux intégrer aussi bien du model-driven que du Canvas en plus. C'est-à-dire que je peux développer les deux types d'applications Power Apps et les intégrer directement dans mon environnement Teams. Ces deux types d'applications-là qu'on peut intégrer dans Teams, c'est un différenciateur évident de ce que Slack offre.
Parce que Slack n'a pas cette capacité-là de pouvoir avoir des Power Apps ou de pouvoir avoir des App Studio. Absolument. Slack va... Ils ont des connecteurs, mais ça s'arrête là. C'est ça. Slack va être extrêmement fort pour intégrer des connecteurs et intégrer des solutions tierces, mais ils n'auront pas cette capacité de développement simplifié. Aujourd'hui, on connaît tous Power Platform, là, Power Apps, c'est vraiment du no-code, low-code, avec quand même cette capacité, si je veux aller derrière, aller connecter des Azure Functions avec du code beaucoup plus avancé. Mais je reste dans un environnement qui est, pour un power user, la prise en main reste possible. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous connaissez ça mieux que moi en termes de développement. C'est toujours très compliqué d'avoir entre les mains un outil qui me permet très simplement en mode agile de discuter avec mon interlocuteur et de parler de la même chose, c'est-à-dire travailler sur le même outil qui soit à la fois pour mon power user, qu'il puisse comprendre et qu'il puisse faire du code dedans, déplacer des objets, et vous, de l'autre côté, qui puisse vous permettre de faire du développement avancé en allant intégrer même du cognitive services ou même des functions bien plus avancées. Nicolas, c'est très intéressant comment tu positionnes Teams puis comment tu le présentes. Ça me permet d'avoir en tout cas une vue plus à 360 degrés. Je sais pas ce que tu en penses, Guy. Ben oui, parce que tu vois, moi je le voyais comme peut-être la plupart des gens le voient, comme un compétiteur à Slack, mais je me rends compte que c'est bien plus que ça. Puis ça va être le portail. Je pense que ce que SharePoint aurait espéré être, Teams va l'accomplir. C'est un très bon résumé, Guy. C'est un excellent résumé. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle c'est assez intéressant quand on regarde le positionnement des MVP. C'est quand on regarde les gens qui étaient positionnés sur SharePoint, aujourd'hui, ils sont tous sur Teams. C'est-à-dire que ces gens-là qui avaient l'habitude de traiter justement des problématiques de portail ont bien compris l'intérêt de Teams. Donc, effectivement, je pense que SharePoint a bien vécu. Aujourd'hui, Microsoft ne peut pas le couper parce que c'est un énorme écosystème de plusieurs milliards de dollars d'argent, de bénéfices. Mais l'évolution, pour moi, en tous les cas, elle passe par Teams. Je pense que c'est une bonne façon de conclure notre discussion. Donc, le futur du portail d'entreprise, c'est Teams. En tout cas, c'est le message que Microsoft veut bien qu'on comprenne. Le futur nous démontrera. Déjà, c'était bien parti, mais on verra dans le futur si ça va se concrétiser de façon aussi puissante que ce qu'a été SharePoint en entreprise. Le futur nous le dira. C'est ça. Absolument. Nicolas, on te remercie beaucoup. C'est très éclairant. Donc, merci à vous deux. Et nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on les revoit le mois prochain avec une autre émission qu'on espère aussi intéressante que celle-ci. Merci beaucoup, au revoir.